Alors, nous étions partis comme ça, sur un coup de tête, un beau matin du mois de mars. J'avais retrouvé Vlad à l'aube, au bord du bassin de la Villette, là où bifurquent les deux canaux reliant Paris aux grandes plaines d'Europe de l'Est. Et nous avions démarré le long du canal Saint-Denis. Vlad hurlait « Montjoie » à Saint-Denis, comme un roi de France, enfourchant son destrier, tirant son épée de son fourreau, partant pour la croisade sous les vivas de ses troupes. Et il pouffait de rire, en pédalant pendant que le soleil se levait au-dessus de la Géode, un gros soleil vermeil et velouté, comme un décor d'opéra. Je connaissais bien la route, je la prenais tous les matins pour aller au boulot. C'était l'époque où je vivais sur un vélo, le cul planté sur une selle matin et soir, au point que j'avais la nuit des douleurs qui me remontaient la moelle épinière jusqu'au cerveau. Des douleurs qui m'empêchaient de dormir, qui me brûlaient les cuisses et les mollets, sans oublier les vertèbres qui craquaient, les cervicales et les méninges congestionnés, tout le corps bourré d'acide lactique. Le corps qui secouait ses frontières et s'agitait dans sa rage, like a rat in his cage, et criait, bon sang, délivrez-moi. Pour corser les choses, j'habitais alors dans un ancien bordel à côté du métro Danube, sur les cimes de Paris, derrière les buttes de Chaumont. Je ne pouvais pas regagner ma cage à lapins sans avoir grimpé un des pires raidards de la capitale, pour me hisser sur cet îlot de calme et de verdure entre Belleville et le Pré-Saint-Gervais, où Paname n'est plus qu'un village suspendu au souvenir du siècle dernier, un Paris semi-rural de cartes postales, encore capable de faire rêver les touristes américains, les promeneurs nostalgiques et les starlettes hollywoodiennes. Petites maisons guillerettes, jardins pimpants, glycines, lilas et chèvrefeuilles, ruelles pavées dont les noms chantaient l'utopie meurtrie de l'entre-deux-guerres. Liberté, égalité, fraternité, progrès, renaissance, solidarité, prévoyance. C'était l'époque où j'allais au boulot à vélo. 25 bornes aller, 25 bornes retour, 50 au total par jour. Et je remettais ça tous les jours, sauf le samedi que je passais au lit tellement j'étais cuit. Et le dimanche, c'était reparti. Je jouais ma matinée à pile ou face et je traversais toute la capitale pour gagner le bois de Boulogne, côté pile, ou le bois de Vincennes, côté face. De là, soit je m'aventurais dans les Hauts-de-Seine ou les Yvelines, soit je remontais la Marne en direction de l'Est. Mais on restait encore en Île-de-France. Au moment même où tu te réjouissais d'avoir gagné la race campagne et largué la pieuvre, il y avait toujours un hic, un couac, le détail qui tue. Un tentacule te rattrapait, te flanquait sa ventouse gluante dans les rayons. Tu retombais sur une bretelle d'autoroute, un périph', un golf, un zoo, une ville nouvelle, et la grande centrifugeuse parisienne t'aspirait de ventouse en ventouse. Paris
ne voulait plus te lâcher. Tous les panneaux te l'indiquaient. Porte de Clichy, porte de Saint-Cloud, porte de Charenton, porte de Vincennes, porte de ceci, porte de cela. Le bitume, sous tes roues, se changeait en rail qui te conduisait bien vite au bercail. Avant de rencontrer Vlad, j'ignorais que le meilleur moyen de s'échapper de Paris, c'était par le nord, via le canal Saint-Denis, les quais de Seine, Épinay, Montmorency, l'Isle-Adam, direction la Picardie, l'Artois, la route des Flandres, la frontière belge, là où commence l'Europe cycliste, là où s'achèvent les grands classiques de la Petite Reine, Gand-Wevelgem, les 4 jours de Dunkerque, Paris-Roubaix, la Flèche Wallonne. Mais quand le vent soufflait trop fort, ou quand l'averse menaçait, je n'allais pas plus loin que l'hippodrome de Longchamp. Lorsqu'il n'y a pas de course hippique, les cyclistes y remplacent les jockeys. Les canassons se transforment en bécanes. Seulement, personne ne venait nous voir pédaler. On se prenait pendant quelques heures pour des pistards, on tournait en rond comme des cons, bien à l'abri dans les roues, avec des gars de tous les âges et de tous les genres, des vieux briscards et des petits nouveaux, des types qui avaient l'air et d'autres qui n'avaient pas l'air du tout, des papis frimeurs et des tontons flingueurs, des dingos, des cinglés, des costauds, des fiers à bras, des excités du dimanche et des forcenés de l'existence. Ça causait politique, ça causait voyage, ça causait sport, ça causait nana. Les vannes et les blagues racistes fusaient comme dans une cour de lycée à l'heure de la récré. J'avais toujours mes oreillettes à portée de main au cas où, quand je sentais que ça débordait, quand je n'en pouvais plus de leurs conneries, quand la franchouillardise me gavait et me foutait la gerbe, je quittais la piste en pensée, me branchais sur une piste étrangère, de préférence, une rhapsodie de mon enfance.
Même mon loyer, je l'avais signé sur ma selle. Le proprio était un fada du vélo. Il m'avait donné rendez-vous un dimanche matin à 8h pétantes sur la piste de Longchamp, en haut du faux plat montant, là où se jouaient les sprints. Il m'avait provoqué en duel. À chaque tour que je gagnerais, il rabaisserait le loyer de 15 €, ce salaud. Alors on se défiait dans le faux plat, celui qui prendrait la meilleure roue, qui saurait le mieux s'abriter du vent, qui jaillirait au bon moment et clouerait l'autre sur la ligne tracée à la craie blanche, au risque de se faire faucher par un de ces chauffards qui nous fonçaient dessus dans son 4x4 aux vitres teintées, pressé qu'il était de se rendre au pute ou va savoir ce qu'on peut foutre, un dimanche matin dans le bois de Boulogne, à part tromper l'ennui sur une selle ou sa femme à l'arrière d'un fourgon. À la fin, j'avais gagné 5 sprints sur 10, ce qui faisait tout de même un rabais de 75 € par mois. Et le proprio tiendrait sa promesse. La chose était inespérée, car ce type d'une quarantaine d'années était un pignouf qui se prenait pour un dandy. Mais sur une bicyclette, il devenait sympathique. Débarrassé de ses petites lunettes rondes et de son foulard blanc noué autour du cou, son brushing de bellâtre dépassant des lanières du casque et froufroutant dans le vent, il y a des types comme ça. Vous les croiseriez dans la rue ou dans un bar, vous ne parieriez pas un seul copec sur leur tête. Mais dès qu'ils enfourchent une bécane, ils ont de l'allure. Ça doit être le vent qui respire en eux et les fait vibrer intérieurement. Quand j'y repense, il fallait vibrer sacrément à l'intérieur pour remonter vers ce meublé de 15 mètres carrés loué à l'arraché. Je devais grimper la pire des bosses parisiennes, celle qui commence au bord du canal de Lourdes et se termine au métro Danube. Rue d'Aupoul, rue Compan, rue de Moussaïa. Il y a un moment dans le virage devant l'école de la rue Compan où la pente est si raide que la roue avant décolle de la chaussée. On a l'impression que le vélo se cabre tel un pur sang et qu'il va se libérer de son fardeau pour continuer sa route allégée là-bas dans la lumière. Après une journée de boulot ou une soirée de beuverie, le foie gavé d'alcool, tu n'es plus qu'un vieux débris zigzagant sur l'asphalte défoncé. Parvenu à mi-pente, tu croises ton reflet presque à l'arrêt dans une baie vitrée, tu te vois grimacer, tirer la langue, tortiller des épaules, agiter les bras comme un boulet de batterie, ton blaze s'allonge et se courbe sous l'effort tandis que les gens embarqués piochent dans l'air empuanti par les bagnoles qui te dépassent en te lâchant de gros jets de fumée en pleine poire. Avec la fatigue, les jambes deviennent ligneuses, le dos se casse sous le gros sac brinque-ballant de gauche à droite. Parfois, des chauffards te crient « Vas-y, Virenque !» en abaissant leurs vitres et en te jetant un vieux mégot dans le museau. Mais la plupart du temps, les gens ne disent rien. Ils se contentent de te regarder comme une bête curieuse, évadée d'un zoo. Chaque matinée était un rituel. Il fallait se lever à 5 heures, descendre l'échelle branlante de la mezzanine, éteindre le radio-réveil qui beuglait dans le brouillard, ne rien avaler à part un café pour ne pas tout dégobiller dans la descente, se harnacher comme un matamor, ne pas oublier, fixer sur le casque la lampe frontale qui te donne l'air d'un mineur surgi des entrailles de la terre, vérifier la température pour savoir s'il te faut enfiler le bonnet, les gants et surtout les couvre-chausses, jeter un coup d'œil dans le miroir à ce type équipé pour la grande plongée dans la moiteur glaciale de la banlieue tentaculaire. Suivez les gestes mécaniques, effectués dans la précipitation, les paupières entrebâillées, décrocher ton vélo du balcon, descendre l'escalier, ta bécane sur l'épaule, prendre le taureau par les cornes, enfourcher la bête, foncer dans la pente, éviter les dodanes, les chicanes et les nids de poules, dévaler Paris. Paris qui s'éveille dans la nuit glauque de l'hiver. Paris encore à demi-désert, à l'eau des réverbères, trottoirs luisants, néons rutilants, petites veilleuses rouges et vertes, des taxis ramenant les moins fauchés des fêtards, en dépassant les malheureux qui titubent dans la rue de Crimée ou se contorsionnent sur un Vélib aux roues voilées, aux pneus rapla-pla.
la chaîne rouillée pépille, rendant en écho le chant des oiseaux s'égosillant dans le parc en pure perte, car sur Paname, vous pouvez chanter tant que vous voulez les piafs. Le soleil fera toujours la grasse mat. La descente se faisait donc avec la peur au ventre, la peur de se vautrer, de réussir le vol plané rêvé au-dessus des buttes de Chaumont et d'atterrir là-bas, dans les branchages d'un chêne ou sur la canopée d'un pin, parmi les pigeons et les tourterelles. Peur que les freins lâchent, peur que les pieds dérapent sur les pédales, peur de passer sous les roues d'un fou. Une fois traversé le canal de l'Ourcq, la peur refluait. Je savais que je tenais le bon bout, je me déportais sur la gauche, tendais la main sur la droite, virais dans l'épingle de la rue de l'Aisne, le genou penché comme un motard, reprenais sur la gauche, évitais la poussette déboulante à bout de bras, longeais le canal, cap à l'est. Pédalant sur les quais de l'Oise et de la Gironde, je rêvais du Danube. Un jour, j'aurai la force de relier la bouche du métro Danube aux bouches du fleuve Danube. Un jour, j'aurai la force de franchir le périph' une bonne fois pour toutes et de rejoindre le boulevard de l'Europe. Mais il a fallu attendre 2 ans. 2 ans pendant lesquels j'ai pianoté ce roman en piétinant dans un appartement, en piétinant dans un hôpital mental, en piétinant à cheval entre Paris et le milieu du continent. Et puis, j'ai fini par comprendre qu'il me faudrait vivre le tourbillon de la route avant de me plonger dans le tourbillon de l'écriture. Oui, j'en étais là dans l'écriture de mon roman, quand j'ai compris que je ne pourrais pas pianoter plus avant sans pédaler pour de bon. Celui que j'appelle Vlad n'est pas un personnage de roman. Vlad existe. Son cœur ne bat qu'un coup sur 4, mais il bat pour de bon. Brisons la ligne des glaces et traversons le miroir. Samuel Vidouble, il est temps de l'avouer, c'est moi. Cette histoire que je raconte est la mienne. Le Danube est notre Rio Grande. Les Balkans sont notre Mexique. L'Europe est notre destin. Cependant, l'Europe ne se réduit pas à la fiction communautaire pour laquelle nous élisons tous les 5 ans des députés dont nous n'entendons plus parler jusqu'à la prochaine échéance. Une autre Europe existe, une Europe tissée de rivières et de vie ordinaire. Et cette Europe, nous l'avons traversée.